ivre de savoir sur les vices qui resserrent. Chute, vibre, vol à l'état libre. Ivre de savoir sur les vices qui resserrent. Chute, vibre, vol à l'état libre. Ivre de savoir sur les vices qui resserrent. Chute, vibre, vol à l'état libre. Ivre de savoir sur les vices qui resserrent. Chute, vibre, vol à l'état libre. Ivre de savoir sur les vices qui resserrent. Chute, vibre, vol à l'état libre. Ivre de savoir sur les vices qui resserrent. Chute, vibre, vol à l'état libre. Ivre de savoir sur les vices qui resserrent. Cherche. Laisse le socle éclater en mille sévices. Peste. À terre. Presque. Enfer. Furieuse. Crochu. À toute. C'est le vent qui t'a forgé. Et voilà, petit sucre. S'allonge tout près de tes ongles, chère braise. On distingue plus qu'à peine ton menton. Au-dessus. Oscillation. Faire de souffle carmin. Tu n'as pas menti! Une myriade de sifflets. S'élève, feu ribambelle, Ouvre le souffle, de la dite. folle, rit. C'est bien là toi qui se brise, et c'est un soir aggravé. Flasseur. Frère! Tu les encombres, Tu les emmerdes. Croque la pleine cendre, la flamme. Fulmine de plus belle, mastique avec flair. Croque la pleine cendre, la flamme. Pareillement à la faune encensée. déploie tes ailes. Et danse. Bonjour. Il y a peu de temps, je me suis fait tatouer sur le bras une branche de genêt. Et comme là j'ai des gens qui peuvent m'écouter, je me suis dit que j'allais vous expliquer mon tatouage pendant 8 minutes, ça va être vraiment super. Non, pour de vrai,
vous le savez peut-être, les nuits de pleine lune, les sorcières partent au sabbat en chevauchant leur balai. Elles s'envolent ainsi. Et celles à qui il manque le balai, elles peuvent prendre des branches de genêt séchées pour s'envoler quand elles l'oublient. Cette tradition, elle vient de nos grands-mères et de nos arrière-grands-mères qui, devant les portes des maisons de campagne, balayaient elles aussi la poussière avec les branches de cet arbre sec et mort. Genêt, c'est aussi le nom d'un auteur que j'aime bien qui s'appelle Jean Genet et qui, lui, aime bien un funambule qui s'appelle Abdallah Bentega. Il aime tellement qu'il lui écrit un poème qui s'appelle Funambule, ça tombe bien, c'est son métier. Et dans ce poème-là, il parle des corps en représentation. Il explique que pour lui, pour apprécier pleinement ce corps qui potentiellement pourrait chuter et se faire mal, pour ne pas avoir d'angoisse sur son amant, il a l'impression que quand Abdallah monte sur scène, en fait, il meurt une première fois et que c'est un autre que lui qui se donne à voir. C'est ainsi qu'en mourant, Abdallah peut permettre le désir de son corps en représentation. Et je comprends ainsi mieux les peintures de saints et de Christ dont les blessures nous attirent au lieu de nous répugner. Abdallah donc monte sur scène. Il a des chaussons rouges et on tire une ligne qui traverse le ciel. Comme d'autres avant lui, comme par exemple Camilla Meyer, il emporte des objets qu'il fait voyager dans l'espace. Là, il emporte le mot genêt, l'emporte jusqu'au Japon, le traduit et donne Hijikata. À l'époque, le Japon est traversé par la question de l'atome et de la faim et de la disparition. Hijikata, donc, le genêt japonais, invente une danse qui s'appelle le buto, qui est dansée par des corps squelettiques peints en blanc qui bougent très très doucement. Comme ça. Il n'y a pas longtemps, un maître du buto, je pense que c'est comme ça qu'il explique aux Français qui ne comprennent pas très bien, disait que le buto c'était comme se savonner sous la douche. C'est faire un geste qu'on ne nous a jamais appris, qui n'est pas chorégraphié à l'avance et qui n'est destiné à personne d'autre que nous-mêmes. On ne regarde pas quand on se savonne, c'est un geste qui va du corps au corps et qui ne passe pas par un moi supérieur. Une autre manière d'expliquer le buto, je l'ai trouvé sur internet en regardant une vidéo YouTube. C'était une danseuse qui expliquait que pour passer dans le buto, elle pensait à la foudre. On la voit dans la vidéo avec son assistante et elle explique comment avant de rentrer sur scène, elle se fait traverser par une éclair. Son assistante avec un bâton simule la foudre, la touche au front et l'énergie emporte l'être de la danseuse à travers tout son corps jusque dans ses pieds, l'emporte ensuite sur le sol, et c'est ce vide-là qui la fait bouger. La première pièce de buto, elle est inspirée d'un roman de Yukio Mishima, La couleur interdite, et les premiers photographes qui prennent les danseurs de buto, il y en a un qui s'appelle Eiko Ozoe. Ozoe et Mishima, ensemble, ils font un livre qui s'appelle L'Ordalie de la Rose. Et moi, la rose et le Japon, ça me fait penser à un manga que je lisais quand j'étais petit, qui s'appelait La Rose de Versailles. On connaît aussi, c'est un personnage qui s'appelle Lady Oscar, qu'on verra peut-être un peu plus tard ici. Lady Oscar, elle est née femme, elle est élevée comme un garçon pendant la Révolution française, elle passe sa vie tiraillée entre les hommes et les femmes. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on l'adapte au cinéma, on demande à Jacques Demy, un homosexuel français, de réaliser un film commandé par des Japonais et joué par des acteurs anglo-saxons. Ça n'a aucun sens, sauf peut-être pour un personnage toujours en crise d'identité. Mishima, donc, en plus d'écrire des livres, il fait aussi des films. Et dans un de ses films, toujours entre la mort, le désir et la représentation, il se filme avec sa femme en train de faire harakiri. Lui rentre après avoir reçu des ordres qu'il ne peut pas suivre et il décide, après avoir fait l'amour avec sa femme, de s'ouvrir le ventre
Ils sont d'abord nus l'un sur l'autre, puis ensanglantés l'un sur l'autre. Et comme souvent la réalité rejoint la fiction, et quelques années après, ils décident, emportés par le fascisme et le traditionnalisme, de faire un coup d'État au Japon, qui échoue évidemment, et ils s'ouvrent le ventre en haut d'une préfecture pour éviter le déshonneur de son échec. Pourtant, j'ai l'impression que Mishima le savait. Il a écrit, au début de sa carrière, un roman qui s'appelle « L'autobiographie d'un masque ». Il y parle de ce que ça fait que d'être homosexuel au Japon, c'est une voie qui se libère. Et il sait que tout est un jeu, tout est un rôle. Tous ces désirs au corps là, on fait semblant. Et c'est mourir de faux qui est beau et non pas mourir pour de vrai. J'ai l'impression que s'il avait suivi ses propres enseignements, il serait peut-être resté du côté des saints et non pas du fascisme. Là, sur mon torse, il y a un genêt et une fleur, et ça me fait aussi penser au titre du premier roman de Jean Genet qui s'appelle Notre-Dame des Fleurs. Dedans, il met en scène des homosexuels, des travestis, des tapettes, des rebuts de la société. Et ce roman est inspiré par une photo qu'il garde souvent dans sa poche, qui est une photo de Eugène Weidmann. C'est lui. Eugène, c'est le dernier condamné en mort en France qu'on exécute sur la place publique, parce qu'on se rend compte alors de la force qu'a la mort et le désir qu'elle provoque quand elle est mise au public. Plus tard, les condamnés à mort seront assassinés dans le secret. Et je m'imagine là devant vous, à l'entrée de l'arche de Notre-Dame des Fleurs, et je me dis que c'est ici que passent les corps des femmes et des hommes qui vont dans la représentation, foudroyés par l'électricité et par les pétales de fleurs. Le Cithéron était couvert du sang et du carnage des hôtes des forêts. Déjà, le soleil, également éloigné de l'Orient et de l'Occident, rétrécissait les ombres. Lorsque le jeune Actéon rassemble les Thébains, que l'ardeur de la chasse avait emporté loin de lui. Non loin était un vallon, couronné de pins et de cyprès, et il est consacré à Diane, déesse des forêts. À droite coule une source vive, et son onde serpente et murmure sur le lit de gazon. C'est dans ces limpides eaux que la déesse, fatiguée de la chasse, aimait à baigner ses modestes attraits. Elle remet son javelot et son carquois, et son arc détendu, à celle de ces nymphes qui s'est chargée du soin de les garder. Tandis que Diane se baigne dans la fontaine, Actéon, errant d'un pas incertain dans ce bocage qui lui est inconnu, arrive dans l'enceinte sacrée, entraîné par le destin qui le conduit. À peine est-il entré dans la grotte où coule une onde fugitive, que les nymphes l'apercevant, frémissent de paraître nues, frappent leurs seins, font retentir la forêt de leurs cris, s'empressent autour de la déesse pour la dérober à des yeux indiscrets. Mais, plus grande que ses compagnes, la déesse s'élevait de toute la tête au-dessus d'elle. Tel que sur le soir, un nuage se colore des feux du soleil qui descend sur l'horizon, ou tel que brille au matin l'incarnat de l'aurore naissante, tel a rougi le teint de Diane exposé sans voile au regard d'un mortel.
Elle s'arme de l'onde qui coule sous ses yeux, et jetant au front d'Actéon cette onde vengeresse, elle prononce ces mots, présage d'un malheur prochain. Va maintenant, et oublie que tu as vu Diane dans le bain. Si tu le peux, j'y consens. Soudain, sur la tête du prince, s'élève un bois rameux. Son cou s'allonge, ses oreilles se dressent en pointe, ses mains sont des pieds, ses bras des jambes effilées, et tout son corps se couvre d'une peau tachetée. Il gémit, et ce fut son langage. Ces chiens l'ont aperçu. Donnent par leurs abois le premier signal, soudain, plus rapide que le vent. Tous les autres accourent. Mélampus, Iconobates, Pamphagos, Dorsé, Oribrazos, Néprophonos, Théron, Lélaps, Téléras, Agré, Ilé, Napé, Péménis, Arpia, Ladon, Droma, Canaké, Stiké, Tigris, Alcé, Lepon, Absolus, Lacon, Aélo, Tous, Lysicé, Arpalos, Mélané, Lacné, Labros, Agridos, Ilactor. Cette meute, emportée par l'ardeur de la proie, poursuit Actéon et s'élance à travers les montagnes, à travers les rochers escarpés sans voie. Actéon fuit, poursuivi dans les mêmes lieux où tant de fois il poursuivit les hôtes des forêts. La première blessure. La meute arrive, fond sur lui, le déchire, et bientôt, sur tout son corps, il ne reste aucune place à de nouvelles blessures. Les sons, plaintifs. Ses compagnons, ignorant son triste destin, excitent la meute par leurs cris accoutumés. On se plaignait de son absence, on regrettait qu'il ne pût jouir du spectacle du cerf à ses derniers abois. Ses chiens l'environnent, ils enfoncent leurs dents cruelles dans tout son corps et déchirent leur maître, caché sous la forme d'un cerf. Diane, enfin, ne se crut vengée que lorsque par tant de blessures, l'affreux trépas eut terminé ses jours. Nos bibliothèques, évidemment, nous façonnent et nous font. C'est quelque chose qui me rend assez heureux. J'adore citer les autrices et les auteurs que je lis.
Et c'est quelque chose que les autrices et auteurs que je lis aiment aussi, je crois, car ces autrices et auteurs citent avant moi beaucoup d'autres autrices et auteurs. En fait, dans nos bibliothèques, il y a comme des bibliothèques à l'intérieur, comme des bibliothèques dans d'autres bibliothèques, dans les premières pages de nos livres et de nos romans, de chapitres parfois, sous la forme d'épigraphes. Voici donc 10 épigraphes de ma bibliothèque pour savoir à quoi rêvent les autrices et les auteurs qui me font rêver. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect authoring. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Leonard Cohen, Anthem. On ne naît pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir. À proprement parler, on ne peut pas dire que les femmes existent. Julia Kristeva. La femme n'a pas de sexe. Luce Irigaray. Le déploiement de la sexualité a établi cette notion de sexe. Michel Foucault. La catégorie de sexe est une catégorie politique qui fonde la société en tant qu'hétérosexuelle. Monique Wittig. Je vis dans un monde où plein de choses que je pensais impossibles sont possibles. Guillaume Dustan, Dans ma chambre, 1996, Paris. Como dos vampiros dormiremos sobre tu tumba. Calentaremos tus huesos. Como dos vampiros vendremos a saciar tu sed de sexo, de sangre y de testosterona. Testoyonki, A.B.P. Ombre folle, courez au bout de vos désirs. Jamais vous ne pourrez assouvir votre rage. Loin des peuples vivants, errantes, condamnées, à travers les déserts, courez comme des loups. Faites votre destin, âme désespérée, et fuyez l'infini que vous portez en vous. Charles B. La pornographie est comme un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder. Quelquefois, ce que nous y trouvons n'est pas très joli à voir et peut nous mettre très mal à l'aise. Mais quelle merveilleuse occasion de se connaître, d'approcher la vérité et d'apprendre. La réponse au mauvais porno n'est pas d'interdire le porno, mais de faire de meilleurs films porno. Annie Sprinkle, Hardcore from the Heart, 2001. Vraiment, si la femme n'avait d'existence que dans les œuvres littéraires masculines, on l'imaginerait comme une créature de la plus haute importance. Diverse, héroïque et médiocre, magnifique et vile, infiniment belle et hideuse à l'extrême, avec autant de grandeur qu'un homme, davantage même de la vie de quelques-uns. Mais il s'agit là de la femme à travers la fiction. En réalité, comme l'a indiqué le professeur Trevelyan, la femme était enfermée, battue et traînée dans sa chambre. Virginia Woolf, Une chambre à soi. Ô gentilshommes, la vie est courte. Si nous vivons pour marcher sur la tête des rois. Shakespeare, Henri IV. Ô mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible. Pindare, 3e Pitique. Les épigraphes qui font parfois quelques lignes font aussi parfois une page entière. Lumière, sa faiblesse, son jaune, son omniprésence, comme si quelques 80 000 cm² de surface totale émettaient chacun leur lueur, le halètement qui l'agite. Ils s'arrêtent de loin en loin tel un souffle sur sa fin. Tous se figent alors, leur séjour va peut-être finir. Au bout de quelques secondes, tout reprend. Conséquence de cette lumière pour l'œil qui cherche. Conséquence pour l'œil qui, ne cherchant plus, fixe le sol ou se lève vers le lointain plafond où il ne peut y avoir personne. Rien n'empêche d'affirmer que l'œil finit par s'habituer à ces conditions et par s'y adapter, sinon que c'est plutôt le contraire qui se produit, sous forme d'une lente dégradation de la vue ruinée à la longue, par ce rougeoiement fuligineux et vacillant, et par l'effort incessant toujours déçu, sans parler de la détresse morale se répercutant sur l'organe.
Et s'il était possible de suivre de près, pendant assez longtemps, 2 yeux, donnés bleus de préférence, en tant que plus périssables, on les verrait s'écarquiller toujours davantage et s'injecter de sang de plus en plus, et les prunelles se dilataient progressivement jusqu'à manger la cornée tout entière. Tout cela, évidemment, dans un mouvement si lent, si peu sensible, que les intéressés eux-mêmes ne s'en aperçoivent pas si cette notion est maintenue. Et pour l'être pensant, venu se pencher froidement sur toutes ces données et évidences, il serait vraiment difficile, au bout de son analyse, de ne pas estimer à tort qu'au lieu d'employer le terme vaincu, qui a en effet un petit côté pathétique désagréable, on ferait mieux de parler d'aveugle tout court. Samuel Beckett, Le Dépeupleur, Paris, minuit 1970, page 7, 8, 34, 35. Je m'appelle du nom de la première sorcière, brûlée en 1258. Je m'appelle du nom des 7 millions de sorcières brûlées vives, jusqu'en 1782. Je m'appelle du nom de chacune des héritières de ces sorcières. Je m'appelle du nom de Pauline Julien. Je m'appelle du nom d'Anne Sylvestre. Je m'appelle Ophélie Desmurger. Je m'appelle Elisa Baron. S'il vous plaît. Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefaix. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, portant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe, et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi. C'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur, ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue. Celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère, ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme le clair de l'étang, qui espère et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vraie. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain, et couverte de satin. Vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide, quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi. C'est elle ou moi.
Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Et c'est mon cœur, Ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts. celle qui danse et qui en meurt, fille d'asphalte ou fille de fleurs. Et c'est ma mère, Ou la vôtre, une sorcière comme les autres. s'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompt, on découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi. C'est elle ou moi, Et c'est l'ancêtre ou bien l'enfant, celle qui cède ou se défend. c'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur, Ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère, Ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. nous on ne peut plus bouger. Il n'y aura pas de rappel. Hein. Merci à tous et à toutes d'être là ce soir et de nous avoir écoutés pour ces moments de lecture. Merci encore à Valérie qui nous a invités dans le lieu ici, la Médis, pour faire l'exposition et pour faire ce cycle de performances. Merci à Ilénia et Flora aussi qui nous aident beaucoup. Donc voilà, ce soir c'était performance pour pleine lune. Si vous ne l'avez pas pris en rentrant, il y a un petit fanzine, vous pouvez partir avec, où vous retrouvez tous les textes qu'on a fait ce soir et un texte en plus d'une autre de notre camarade qui n'est pas là ce soir pour le texte. Que vous dire de plus, on se retrouve la semaine prochaine, le vendredi 26 novembre. On fait un drag show au Sonic. Donc c'est aussi dans le cycle de cette exposition. On fait tous les mois un drag show au Sonic. Et puis il y aura d'autres performances ici le 8 janvier. Et en décembre, une date aussi au Sonic. Et vous pouvez aussi retrouver Axel Pinault, donc, qui fait partie du collectif, qui fait un atelier ici le 11 décembre. Voilà, Le 27 novembre. Et le 27. C'est pour les enfants. Le 27 novembre et le 11 décembre. Mais vous trouvez toutes les informations sur le site de l'Artothèque. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Merci encore d'être venus. Merci. J'espère que ça vous a plu.